Les employés de la banque expulsent l'homme noir sans se rendre compte qu'il est leur patron. Si tu es nouveau ici, je t'invite à aimer la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour m'aider à apporter de nouvelles histoires pour toi. Henri avait toujours été un homme discret. À 38 ans, associé de l'une des plus grandes banques de Paris, il arpentait les rues de la ville avec la confiance de quelqu'un qui avait bâti son succès dans le silence, sans grande ostentation, mais avec un travail acharné et de la détermination. Un matin, Henri décida de faire une visite surprise à la banque qu'il avait contribué à ériger. Pour lui, c'était simplement une visite de routine. Cependant, ce jour-là, quelque chose de différent se passait. Il commença à sentir les regards de certaines personnes se tourner vers lui. D'abord, ce furent les clients qui murmuraient, échangeant des regards furtifs. Ensuite, il remarqua que les agents de sécurité de la banque le surveillaient de plus près, comme si sa présence causait une certaine gêne. Jean, le chef de l'équipe de sécurité, un homme corpulent et au visage fermé, échangea un regard avec ses collègues et hocha la tête, comme s'ils avaient déjà décidé de ce qu'ils allaient faire. Ils commencèrent à s'approcher d'Henri lentement, formant un demi-cercle autour de lui. L'air dans le hall, habituellement marqué par l'agitation d'une grande banque, commença à se comprimer, créant une atmosphère tendue. Henri, sentant le changement dans l'atmosphère, s'arrêta et regarda directement Jean, qui se démarquait parmi les agents de sécurité. Jean le fixait d'un regard dur, comme s'il avait déjà jugé et condamné l'homme en face de lui sans même le connaître. « Excusez-moi, monsieur, » dit Jean, sa voix grave résonnant dans le hall, « puis-je savoir ce que vous faites ici ?» Henri, un peu surpris par cette approche, prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je vérifie simplement si tout se passe bien à la banque. Je suis l'un des associés. » L'expression de Jean ne changea pas. Au contraire, une ombre de mépris traversa son visage. « Associé » répéta-t-il avec un léger sourire ironique. « Un homme comme vous ?» L'insinuation implicite dans les mots de Jean était claire, et Henri, bien qu'habitué à ce genre de situation, sentit un nœud se former dans son estomac. Il avait toujours cru que son travail parlait pour lui, mais à cet instant, il réalisa que pour certaines personnes, peu importait ce qu'il avait accompli, sa peau noire était encore perçue comme une menace. Henri garda son calme, mais sa voix portait déjà un ton de fermeté. « Oui, je suis associé. Je suis simplement en train d'observer comment les choses fonctionnent. » Jean fit un pas en avant, réduisant la distance entre eux, et maintenant, les autres agents de sécurité étaient encore plus proches, comme s'ils étaient prêts à intervenir. « Et vous pensez pouvoir venir ici, marcher de cette manière, observer tout cela sans donner d'explication? On dirait plutôt que vous préparez quelque chose, un vol, peut-être ?» L'accusation, bien que déguisée en question, était directe. Henri sentit le sang commencer à bouillir, lui, l'un des responsables de cet établissement, traité comme un criminel. Mais il savait qu'il ne pouvait pas perdre son calme. « Je pourrais vous licencier tous maintenant si je le voulais, » répondit-il, sa voix plus basse mais chargée d'autorité. Pendant un moment, Jean resta silencieux, ses yeux plissés. La tension visible sur son visage montrait qu'il n'avait pas apprécié ce qu'il venait d'entendre. « Licencié » murmura-t-il avec un ton moqueur. « Pour qui vous prenez-vous » Ce qui aurait dû être une visite de routine, un simple contrôle du bon fonctionnement de la banque, s'était transformé en une scène grotesque de préjugés et d'abus de pouvoir. Henri tenta de garder le contrôle de ses émotions. Il savait qu'il avait affaire à des personnes qui ne le voyaient pas comme l'homme qu'il était, un des associés de la banque, mais comme une menace, quelqu'un qui n'avait pas sa place ici. « Je vous ai déjà dit qui je suis. Je suis associé de cette banque, » répéta Henri, gardant une voix ferme, mais son ton révélait déjà une indignation croissante. Il n'avait ni le temps ni la patience pour ce genre de situation, pas après une vie entière passée à lutter contre les préjugés. La dernière chose à laquelle il s'attendait, c'était d'être traité de cette manière dans sa propre entreprise. Mais Jean, manifestement, n'était pas prêt à reculer. Il ne croyait pas un mot de ce que disait Henri. Ses yeux, pleins de rage contenue, révélaient l'arrogance de quelqu'un qui détenait un pouvoir immédiat entre ses mains même si ce pouvoir était corrompu. « Associé ? Vous croyez vraiment que je vais croire à cette histoire ? Un homme comme vous, qui se promène ici, analysant tout comme s'il était le propriétaire ? Pour qui vous prenez-vous exactement ? Un genre de patron ? » À chaque mot qui sortait de la bouche de Jean, Henri sentait sa patience s'évaporer. Il y avait une limite à ce qu'un homme pouvait supporter, et Henri était sur le point de la franchir. Il prit une profonde inspiration, tentant de maintenir son calme, mais l'affront de Jean devenait insupportable. « Je pourrais mettre fin à vos carrières immédiatement, » dit-il, regardant fixement Jean et les autres agents de sécurité qui s'approchaient, leur corps tendu, prêts à agir. « Si je le voulais, vous seriez tous licenciés avant la fin de la journée. » Cette déclaration, loin d'intimider Jean, ne fit que lui arracher un sourire tordu de pur mépris. Il jeta un coup d'œil à ses collègues, qui riaient doucement, comme s'ils partageaient une blague à ses dépens. « Licencié » répéta Jean en riant de manière sarcastique.
Vous êtes sûr de savoir à qui vous avez affaire? Vous pensez pouvoir venir ici, marcher parmi nous, et nous donner des ordres? À ce moment-là, Henri comprit que les mots ne le mèneraient nulle part. Jean et ses agents de sécurité ne le voyaient pas comme le propriétaire de cette banque. Peu importait ce qu'il disait, ils avaient déjà jugé et décidé de qui il était. À leurs yeux, une menace, un intrus, et pire encore. L'orgueil blessé de Jean était sur le point de déclencher quelque chose de beaucoup plus sombre. Jean fit un autre pas vers Henri, la fureur visible dans ses yeux. « Vous voulez nous licencier ?» demanda-t-il, mais il n'attendait pas de réponse. « Voyons voir qui va licencier qui ici. » Avant qu'Henri ne puisse réagir, Jean fit un geste vers les autres agents de sécurité, et en quelques secondes, il lança l'attaque. La tension accumulée éclata enfin en violence. Jean s'avança avec fureur, son poing fermé frappant Henri en plein torse. La force de l'impact fit vaciller Henri, mais il se rétablit rapidement. Cependant, l'attaque ne s'arrêta pas là. Jean était déterminé à montrer qui était aux commandes. Les autres agents de sécurité avancèrent également, bousculant Henri, essayant de le maîtriser. Mais Henri n'était pas un homme ordinaire. Pendant des années, il avait pratiqué la boxe, et bien qu'il ne se soit jamais retrouvé dans une situation comme celle-ci, son corps réagit instinctivement. Il esquiva un coup, d'un mouvement rapide, asséna un coup de poing directement au visage de Jean. L'impact fut si puissant que Jean fut projeté en arrière, tombant au sol, du sang coulant de son nez. Le sol en marbre, si poli et brillant quelques instants plus tôt, était maintenant taché par le sang de Jean. Les autres agents de sécurité s'arrêtèrent un instant, surpris par la réaction d'Henri. La banque, qui semblait auparavant être un lieu de travail ordonné et contrôlé, était maintenant le théâtre d'un chaos imminent. Jean, cependant, n'était pas prêt à reculer. Humilié, il se releva lentement, le visage couvert de sang, ses yeux brûlants de haine. « Tu vas payer pour ça » murmura-t-il avant de donner l'ordre aux agents de sécurité d'attaquer à nouveau. Cette fois, Henri fut entouré de tous côtés. Il tenta de se défendre, mais ils étaient trop nombreux. Jean, le visage ensanglanté, mena l'assaut avec une brutalité implacable. Les agents de sécurité immobilisèrent Henri, et Jean, consumé par la haine, commença à lui donner des coups de pied alors qu'il était au sol, incapable de bouger. Chaque coup, chaque frappe était une manifestation de la colère que Jean ressentait, non seulement pour l'humiliation d'avoir été mis à terre, mais aussi pour s'être défié par quelqu'un qu'il jugeait inférieur. Le son des coups résonnait dans le hall, mais personne ne bougeait pour aider Henri. Les clients et les employés regardaient, paralysés, choqués par ce qu'ils voyaient. Quand Jean finit par s'arrêter, haletant, le visage ensanglanté, il regarda Henri avec mépris. Pas satisfait de ce qu'il venait de faire, Jean ordonna aux agents de sécurité. « Attrapez-le. Nous allons en finir une fois pour toutes. » Les agents de sécurité, obéissant et sans poser de questions, traînèrent Henri sur le sol de la banque. Ses pieds raclaient le marbre tandis que son corps était tiré comme un poids mort. Henri essaya de résister, mais ses muscles étaient faibles, et la douleur qui pulsait dans sa poitrine et ses côtes l'empêchait de réagir comme il le fallait. Il savait que ce n'était pas la fin. La malice dans les yeux de Jean laissait clairement entendre qu'il y avait encore pire à venir. Henri fut jeté avec force sur le sol en ciment rugueux du garage de la banque. Le bruit sec de son corps frappant le sol résonna dans le garage vide. Jean, avec un sourire cruel sur le visage, marcha lentement vers une voiture noire garée à proximité. « Vous pensez vraiment que c'est fini ?» Loin de là, dit Jean, sa voix chargée de haine et de satisfaction sombre. Le cœur d'Henri commença à battre plus vite. Il savait que quelque chose de terrible était sur le point d'arriver, mais son esprit tentait encore de traiter tout ce qui s'était passé. Le visage de Jean, maintenant plus calme mais toujours sanguinaire, montrait qu'il était loin de satisfaire sa soif de violence. Sans cérémonie, Jean tira Henri hors de la voiture et le jeta sur le sol boueux de la forêt. Il n'avait plus la force de lutter, son corps était blessé, et son esprit luttait pour rester alerte, mais l'épuisement physique et mental le consumait. Jean, satisfait de voir Henri sans défense, s'accroupit près de lui et murmura d'un ton froid et calculé. « Tu penses que c'est fini ? Ce n'est que le début. » Les agents de sécurité s'éloignèrent avec Jean, laissant Henri étendu sur le sol froid et humide. Le bruit des pas s'éloignant fut la dernière chose qu'Henri entendit avant de perdre connaissance. Il ne savait pas combien de temps il resterait là, ni s'il survivrait à cette nuit. 30 jours s'étaient écoulés depuis le moment où Jean et ses sbires l'avaient abandonné dans cette forêt. 30 jours d'obscurité, de fièvre et de délire. Henri avait passé des heures entre l'inconscience et de brefs moments de lucidité, essayant de bouger, essayant de comprendre comment survivre. Son corps, cependant, était déjà épuisé. La faim et la soif le dominaient. Il avait à peine la force de continuer à marcher, et chaque pas semblait plus pénible que le précédent. Le bruit de la nature autour de lui, qui aurait dû être réconfortant, résonnait comme un écho lointain, sans importance face à la souffrance qu'il endurait. C'est alors, au moment où Henri sentait qu'il ne tiendrait plus,
qu'il aperçut la silhouette d'un homme au loin. Au début, il pensa que c'était une nouvelle hallucination, fruit de l'épuisement et du désespoir. Mais à mesure que la figure s'approchait, il réalisa que c'était réel. Un homme d'apparence robuste et au pas ferme marchait dans sa direction. Henri essaya de lever le bras pour signaler, mais la faiblesse était telle qu'il ne réussit pas. L'homme s'approcha lentement, avec précaution. Il semblait être vieux, ses cheveux poivre et sel et sa barbe déjà grisonnante, et le regard attentif révélait des années d'expérience dans la vie sauvage. Il portait des vêtements simples de teinte sombre et avait un fusil de chasse sur le dos, typique de quelqu'un qui passe de longues heures à chasser dans les forêts. En voyant Henri, il fronça les sourcils, clairement surpris de rencontrer un homme dans l'état où Henri se trouvait. « Tu es en vie ?» demanda l'homme, sa voix profonde et rauque, chargée de curiosité et de préoccupation. Henri essaya de répondre, mais sa bouche sèche peinait à former des mots. Sa gorge lui faisait mal, et seul un faible son échappa. La vision commençait à s'obscurcir à nouveau, mais il se força à rester conscient. L'homme s'approcha rapidement, s'agenouillant à côté d'Henri. Son expression de surprise se transforma bientôt en urgence en voyant l'état critique dans lequel se trouvait Henri. « Je m'appelle Christophe, » dit-il, sa voix maintenant plus douce. « Ne t'inquiète pas, tu es en sécurité. Je vais t'aider. » Christophe, un chasseur expérimenté qui vivait aux alentours de la forêt, savait immédiatement que cet homme avait besoin d'une aide urgente. Sans perdre de temps, il offrit à Henri une bouteille d'eau qu'il avait avec lui. Henri prit quelques gorgées, sentant la vie revenir lentement dans son corps, comme si chaque goutte d'eau était une injection d'énergie qu'il extrayait d'un profond cauchemar. Après quelques minutes, Christophe réalisa qu'Henri ne pourrait pas marcher tout seul. Le chasseur, déjà âgé de 60 ans, avait une force impressionnante pour son âge. Sans hésiter, il soutint Henri sur ses épaules, avec un effort visible, le souleva. Le chemin à travers la forêt était difficile, mais Christophe connaissait chaque sentier et chaque détour, marchant avec détermination vers sa cabane isolée. Pour Henri, les minutes s'étiraient comme des heures, mais il savait qu'il était emmené dans un endroit sûr. Après ce qui sembla être d'interminables moments de marche, ils arrivèrent enfin à la cabane de Christophe. C'était une maison modeste, faite de bois vieilli, avec une petite cheminée crachant une fine fumée, signe que le feu était allumé à l'intérieur. L'ambiance était simple mais chaleureuse, une table en bois au centre, quelques chaises, et un poêle à bois où une casserole cuisait quelque chose qui dégageait un arôme agréable. Christophe installa Henri sur un lit improvisé, fait de couvertures et de peaux d'animaux, puis s'occupa rapidement de ses blessures avec une délicatesse surprenante. Il nettoya les coupures et les hématomes d'Henri, appliquant des onguents naturels qu'il fabriquait lui-même. Pendant le traitement, Henri peinait à rester conscient, mais les paroles gentilles de Christophe, tout comme l'environnement accueillant de la cabane, apportaient une sensation de paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des jours. « Reste ici le temps qu'il te faudra, » dit Christophe. « Ne t'inquiète de rien. Tu vas aller bien. » Au cours des jours qui suivirent, Henri demeura dans la cabane de Christophe, récupérant lentement ses forces. Christophe était un homme de peu de mots, mais son attention et son hospitalité étaient évidentes. Il préparait des repas simples mais nutritifs et apportait de l'eau fraîche tous les jours. Peu à peu, Henri retrouva la capacité de se mouvoir et de parler. Pendant les longues heures où il était éveillé, Henri essayait de comprendre tout ce qui s'était passé, l'attaque, l'abandon dans la forêt, et maintenant cet homme inconnu qui avait sauvé sa vie. Bien qu'il ressentît encore une profonde colère pour l'injustice qu'il avait subie, quelque chose en lui commençait aussi à changer. La bonté inattendue de Christophe le faisait réfléchir à la fragilité de la vie et à la valeur des secondes chances. Au 4e jour, Henri se sentit enfin suffisamment fort pour discuter davantage avec Christophe. Assis à table près d'une cheminée allumée, les deux hommes échangèrent des histoires. Christophe raconta qu'il vivait dans cette forêt depuis plus de 20 ans, depuis qu'il s'était retiré de la vie urbaine. C'était un homme qui avait décidé de laisser le chaos de la ville derrière lui et de vivre de manière simple et tranquille. Henri, pour sa part, parla peu de ce qui lui était arrivé. Il n'était pas prêt à tout partager, mais mentionna qu'il avait été attaqué et laissé pour mort. Christophe, avec sa sagesse tranquille, écoutait simplement, sans poser de questions, respectant le silence d'Henri quand cela était nécessaire. Après 10 jours passés dans la cabane, Henri se sentait plus fort, plus déterminé, et savait qu'il était temps de retourner à Paris. Lorsqu'Henri retourna à Paris, l'horizon familier de la ville ne lui apportait plus le même réconfort qu'avant. En arrivant dans la capitale, ses premiers arrêts furent discrets. Henri ne voulait alerter personne sur sa présence tant qu'il n'avait pas un plan clair. Dès son retour, Henri contacta ses associés à la banque. Les réunions furent urgentes et chargées de tension. Ses collègues furent stupéfaits de le voir en vie, considérant que personne n'avait eu de nouvelles de lui depuis l'incident. Les expressions de choc sur les visages des cadres démontraient l'impact de la situation. Le silence de la salle de réunion fut interrompu seulement par la voix ferme d'Henri. « La première chose que nous allons faire est de licencier tous ceux qui ont été impliqués dans l'attaque.
Jean et son équipe ne peuvent plus travailler ici. C'est une question de principe. Sa voix était calme mais chargée d'une autorité indiscutable. Les associés, encore confus, acquiescèrent sans hésiter. Ils savaient que le pouvoir d'Henri au sein de la banque était immense, et les preuves qu'il avait contre les agents de sécurité impliquaient non seulement une question de justice morale, mais aussi une énorme responsabilité légale et réputationnelle pour l'institution. La banque ne pouvait se permettre de plus grands scandales, et la décision de licencier les agents de sécurité n'était que le premier pas. Mais Henri savait qu'il ne suffisait pas simplement de les licencier. Ce que Jean et ses complices avaient fait avec lui allait au-delà de ce qui pouvait être résolu par un simple licenciement. Ce n'était pas seulement un problème d'entreprise, c'était une tentative de meurtre, une atteinte à la dignité et à la justice. Henri décida qu'il allait les traduire tous en justice, exigeant une indemnisation financière et l'emprisonnement de chacun des impliqués. Cela ne serait pas un processus facile. Henri savait qu'il ferait face à une résistance implacable, tant de la part des agents de sécurité que de leurs alliés. Jean avait des contacts, c'était évident, et il ne laisserait pas les choses suivre leur cours sans se battre. Mais Henri n'était pas seul. Il avait des preuves, et cela serait la clé de sa victoire. Sa prochaine mission fut de garantir ces preuves. Il savait que les caméras de sécurité de la banque avaient tout enregistré, depuis le moment où il entra dans le bâtiment jusqu'à la brutalité avec laquelle il fut attaqué. La question était maintenant de savoir si ces images étaient encore disponibles ou si les agents de sécurité avaient déjà tenté d'effacer toute preuve de leur culpabilité. Henri savait que Jean était rusé et qu'il avait probablement déjà planifié un moyen d'effacer ces traces. La pièce maîtresse de toute l'intrigue se trouvait dans les enregistrements de la banque, les images montrant clairement l'attaque brutale de Jean et de ses agents de sécurité. Sans ces preuves, le cas d'Henri contre eux perdrait de sa force, et Jean pourrait éventuellement renverser la situation. Jean le savait, et c'est pourquoi il concentrait son attention sur le technicien responsable des caméras de sécurité, François. François était un homme simple, dévoué et méticuleux dans son travail. Depuis des années, il supervisait tout le système de caméras de la banque, veillant à ce que chaque enregistrement soit sécurisé et correctement stocké. Mais il savait aussi le poids que ces images portaient. Dès le début, François avait été approché par les agents de sécurité, essayant de l'intimider pour qu'il efface les preuves. Les regards froids, les menaces voilées, il ressentait la tension chaque fois qu'il passait près d'eux. Mais sa loyauté envers Henri était inébranlable. Jean, même en prison, pouvait donner des ordres par le biais de ses contacts. Son réseau d'influence s'étendait bien au-delà des murs de la prison. Les autres agents de sécurité, qui étaient encore en liberté en attendant leur procès, avaient reçu pour mission d'intimider François. Il savait que, sans les preuves, Henri perdrait la majeure partie de sa force au tribunal. Une nuit, François était chez lui, dînant avec sa femme, quand il entendit de fortes frappes à la porte. Son cœur s'emballa. Il s'attendait déjà à ce que quelque chose comme ça se produise. En ouvrant la porte, il trouva deux hommes imposants, vêtus de noir, avec des expressions dures et menaçantes. Ils ne dirent pas grand-chose. Ils remirent simplement à François une enveloppe. À l'intérieur, une photo de sa femme et de ses enfants devant l'école, accompagnée d'une phrase simple. « Nous savons où ils sont. » François sentit le sol disparaître sous ses pieds. Les mots étaient peu nombreux, mais le sens était clair. S'il ne faisait pas ce qu'il voulait, sa famille en paierait le prix. Les deux hommes lui donnèrent un ultimatum. Efface les images dans 72 heures, ou prépare-toi aux conséquences. La menace pesait sur lui comme une ombre lourde. Dans un état de désespoir, François passa des heures cette nuit-là à réfléchir à ce qu'il devait faire. Son esprit était envahi par la peur. Il savait que sa loyauté envers Henri était importante, mais comment pouvait-il protéger sa famille? La vie de sa femme et de ses enfants était son plus grand trésor, et la peur de les perdre le consumait presque. Cependant, lorsque l'aube se leva, quelque chose changea en François. Il savait que céder à Jean et à ses hommes ne ferait que prolonger la menace. Même s'il effaçait les preuves, il ne s'arrêterait jamais. La seule façon de protéger sa famille et d'assurer la justice était d'affronter le problème de front. Avec cette conviction renouvelée, il décida de ne pas effacer les images. Au lieu de cela, il les protégerait, en gardant des copies dans des endroits que personne n'imaginerait jamais. Le lendemain matin, François se rendit à la banque avec une détermination féroce. Il savait qu'il pourrait être surveillé, mais agissait avec prudence. Il transféra les enregistrements sur un serveur sécurisé et fit des sauvegardes dans un endroit externe, inaccessible aux agents de sécurité ou à quiconque des complices de Jean. De plus, il contacta Henri, fixant un rendez-vous en dehors de la banque, dans un café discret dans l'un des quartiers les plus calmes de Paris. Lorsqu'Henri arriva au café, il vit François assis dans un coin, les yeux fatigués mais fermes. Henri savait que quelque chose de grave se passait, mais attendit que François commence à parler. Le technicien, après un profond soupir, révéla tout, les menaces, les hommes à sa porte, et comment il avait protégé les preuves à tout prix.
Henri resta silencieux quelques instants, absorbant la gravité de la situation. Le courage de François le toucha profondément. Il savait que, sans cet acte de loyauté, tout aurait pu s'effondrer. François ne préservait pas seulement les images, il risquait sa propre vie et la sécurité de sa famille pour garantir que la justice prévale. « Tu as fait ce qu'il fallait, François », dit Henri avec une sincère gratitude dans la voix. « Je te promets que je vais prendre soin de toi et de ta famille. Ils ne toucheront à aucun d'entre vous. » Avec les enregistrements protégés et le courage de François fermement à ses côtés, Henri savait qu'il était prêt pour la prochaine étape. Il avait non seulement les preuves en main, mais maintenant, il avait une histoire de loyauté et d'intégrité qui ne faisait que renforcer sa cause. Le tribunal verrait, sans l'ombre d'un doute, la brutalité de Jean et de ses complices. Mais Henri connaissait aussi bien ses employés, et il y avait une personne en qui il avait une confiance totale, l'homme chargé des caméras de sécurité. C'était un employé loyal, un homme intègre qui avait toujours respecté Henri et son travail à la banque. Son nom était François, un technicien d'âge moyen avec des années de service, connu pour sa discrétion et son sens de la justice. Le jour du procès, l'accusation fut la première à prendre la parole. Le procureur présenta le dossier avec une précision chirurgicale, soulignant la nature cruelle et préméditée de l'attaque. Il décrivit en détail comment Jean et son équipe de sécurité avaient encerclé Henri dans la banque, questionnant sa légitimité, l'accusant d'être un intrus, et comment tout avait rapidement dégénéré en violence excessive. Les mots du procureur peignaient un tableau clair d'abus de pouvoir, de préjugés et de brutalité injustifiée. Ce n'était pas un cas de légitime défense, ni un malentendu, déclara le procureur. C'était une attaque lâche, dirigée par des préjugés raciaux et alimentée par un cruel désir d'humilier un homme qui, par droit, aurait dû être respecté en tant que l'un des partenaires de cette institution. Henri ressentit une pression dans la poitrine en entendant ces mots. Revivre chaque détail de cette journée était douloureux, mais aussi nécessaire. Il avait besoin que tout le monde comprenne la gravité de ce qui s'était passé et que ce n'était pas seulement à propos de lui, mais d'un système plus large de justice. Puis vint le moment de présenter les preuves visuelles, les images des caméras de sécurité. Le silence dans le tribunal se fit lorsque les lumières s'éteignirent et que le projecteur commença à diffuser les vidéos. Les enregistrements montrèrent chaque moment de l'attaque avec clarté, l'approche hostile des agents de sécurité, le mépris sur leur visage tandis qu'ils encerclaient Henri, et enfin, le passage à tabac brutal. L'impact visuel des images était indéniable. Chaque coup de pied, chaque expression de haine était enregistrée et maintenant exposée à tous. La vidéo montrait Jean dirigeant l'attaque, son visage tordu de rage après avoir été frappé par Henri, et son ordre subséquent aux agents de sécurité de maîtriser Henri au sol. La brutalité était choquante, même pour ceux qui étaient habitués à voir des cas de violence. Cela semblait excessif, cruel, au-delà de la mesure. Lorsque les images montrèrent le moment où Henri fut jeté dans le coffre de la voiture et emmené dans la forêt, un murmure parcourut la salle. C'était un rappel de jusqu'où Jean était prêt à aller pour s'assurer qu'Henri soit détruit. La tentative de meurtre était claire, et il n'y avait aucun moyen de nier l'intention. Jean regarda le sol pendant que les images étaient diffusées. La confiance qu'il affichait au début du procès commençait à vaciller. Il savait que ces enregistrements parlaient plus fort que n'importe quel argument que ses avocats pourraient représenter. Lorsque les lumières se rallumèrent, le tribunal demeura silencieux pendant quelques instants, tous absorbant ce qu'ils venaient de voir. Il n'y avait plus de doute, l'affaire contre Jean et les autres agents de sécurité était solidement établie. La preuve était irréfutable, et le poids de la justice commençait enfin à pencher contre eux. Les avocats de la défense essayèrent d'argumenter que la réaction de Jean et des agents de sécurité avait été impulsive, fruit de la peur et de la confusion. Ils tentèrent de justifier l'injustifiable, suggérant qu'Henri, en réagissant physiquement, avait provoqué l'escalade de la violence. Mais ces arguments sonnaient creux face aux preuves claires. Aucune confusion ne pouvait justifier le passage à tabac brutal que les caméras avaient capturé. Aucune excuse ne pouvait atténuer ce qu'ils avaient fait. Lorsque vint le moment pour Henri de monter à la barre des témoins, il marcha vers le pupitre avec la dignité de quelqu'un qui savait que la vérité était de son côté. Sa posture était ferme, mais il y avait de la fatigue dans ses yeux. Revivre ces moments était douloureux, mais il savait qu'il devait raconter son histoire clairement. Je suis entré dans cette banque en tant que l'un des partenaires. Je venais traiter mes affaires, vérifier si tout allait bien. Mais à ce moment-là, j'ai été jugé sur mon apparence, non sur mon rôle au sein de cette institution. Et à cause de ce jugement, j'ai été attaqué d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible dans un endroit où je devrais être respecté. Henri décrivit ce qu'il avait ressenti, comment il avait essayé d'expliquer sa position, comment ses mots s'étaient perdus au milieu des préjugés de Jean et de son équipe. Puis, il parla des moments de terreur lorsqu'il fut jeté dans le coffre et emmené dans la forêt, laissé là pour mourir. Le tribunal écoutait en silence, chaque mot d'Henri résonnant comme un coup. Lorsqu'Henri termina son témoignage,
le silence dans le tribunal était absolu. Il n'y avait plus rien à dire. Les preuves étaient claires, la brutalité avait été exposée, et l'histoire d'Henri avait touché tous ceux qui étaient dans la salle. Enfin, le juge, un homme à l'expression sérieuse et au regard réfléchi, commença à récapituler l'affaire. Sa voix était ferme, et ses mots portaient le poids de la justice. Ce tribunal ne peut tolérer de tels abus de pouvoir. Nous ne pouvons permettre que le préjugé et la violence prévalent là où il devrait y avoir respect et justice. Monsieur Jean et ses complices n'ont pas seulement attaqué physiquement Monsieur Henri, mais ont porté atteinte à la dignité et aux droits fondamentaux d'un être humain. Et puis, la sentence tomba. 8 ans de prison pour Jean et tous les agents de sécurité impliqués dans l'attaque. De plus, chacun fut condamné à verser une indemnité de 35 000 € à Henri pour les dommages physiques et moraux qu'ils avaient causés. La salle du tribunal se remplit de murmures alors que le verdict était rendu. Jean, qui avait maintenu une façade d'arrogance pendant une grande partie du procès, semblait maintenant une ombre de lui-même. Sa défaite était complète. Les agents de sécurité qui l'accompagnaient avaient des regards vides, comme s'ils comprenaient enfin l'ampleur de leur crime. Henri, pour sa part, ressentit une vague de soulagement, mais aussi de réflexion. Il avait gagné, oui. Mais il savait que cette bataille avait un prix élevé. La justice avait été rendue, mais le chemin jusqu'ici avait été marqué par la douleur et le sacrifice. Les jours en prison n'avaient pas diminué le pouvoir de Jean. Au contraire, il utilisait son temps pour consolider ses alliances et coordonner son plan. Pendant les nuits froides et sombres, Jean communiquait discrètement avec ses complices à l'extérieur. Les détails étaient tracés avec précision, comme une opération militaire. Il savait qu'il devait être rapide et mortel, et sa colère alimentait chaque décision qu'il prenait. La faction criminelle à laquelle Jean était associé était impatiente d'aider. L'attaque de la banque, pour eux, serait non seulement une forme de vengeance personnelle, mais aussi un coup significatif contre l'une des plus grandes institutions financières de Paris. C'était une opportunité pour eux de se démarquer, de faire une déclaration de pouvoir, et Jean savait exactement comment exploiter cette ambition. Le plan fut conçu pour se dérouler dans la nuit, lorsque la banque serait fermée et vide, garantissant qu'il n'y aurait pas de témoins immédiats et minimisant le risque de victimes. L'objectif n'était pas de causer des morts, mais de la destruction. Jean voulait qu'Henri se réveille avec la nouvelle dévastatrice, voyant son empire s'effondrer devant ses yeux. La nuit fatidique, les complices de Jean s'infiltrèrent dans la banque avec une précision impressionnante. En utilisant des explosifs soigneusement planifiés, ils s'assurèrent que l'explosion serait dirigée pour maximiser les dégâts structurels. Chaque charge était placée stratégiquement, garantissant que le bâtiment s'effondrerait comme un château de cartes. L'horloge marquait 2 heures du matin, et les rues de Paris étaient désertes, le moment parfait pour l'attaque. Lorsque les explosifs furent déclenchés, le bruit de l'explosion résonna dans les rues silencieuses de la ville, secouant les bâtiments environnants. La scène était apocalyptique, des fenêtres éclataient, des fragments de verre jonchaient le trottoir, la fumée noire s'élevait vers le ciel alors que le feu consumait ce qu'il restait de la banque. Les lumières d'urgence clignotaient, et les sirènes commençaient à retentir dans un chaos croissant. Les complices de Jean disparurent dans l'ombre, ne laissant derrière eux que la destruction. Henri fut réveillé au milieu de la nuit par un appel urgent. Encore à moitié endormi, il répondit sans imaginer le cauchemar qui l'attendait. La voix à l'autre bout du fil était tendue, presque haletante, transmettant la nouvelle dévastatrice. Henri, la banque a été détruite. Il y a eu une explosion. Tout est en feu. Pendant un instant, le monde d'Henri s'arrêta. Il tenta d'absorber les mots, mais cela semblait irréel. La banque, explosée? Il sauta du lit et sortit précipitamment, sans même penser à ce qu'il allait enfiler. Lorsqu'il arriva sur les lieux, la scène qu'il découvrit était presque incroyable. La banque, sa création, son symbole de succès était en ruine. Des pompiers s'efforçaient de maîtriser les flammes, mais les dégâts étaient déjà faits. La façade du bâtiment, qui symbolisait autrefois la solidité et la stabilité, n'était désormais qu'un squelette tordu de métal et de béton, avec de la fumée s'élevant vers le ciel nocturne. Henri resta là, figé, incapable de bouger pendant quelques secondes, essayant de comprendre ce qu'il voyait. La douleur et l'incrédulité inondaient sa poitrine. C'était comme si une partie de sa vie avait été détruite avec ces murs. Ce que Jean avait fait n'était pas seulement une attaque contre la banque physique, mais une attaque contre l'âme d'Henri, contre ce qu'il valorisait le plus. La sensation de trahison était écrasante, et le poids de la perte commençait à s'installer. Au fur et à mesure que les heures passaient, la nouvelle de l'explosion commença à se répandre dans toute la ville. Des journalistes arrivèrent sur les lieux, les caméras commencèrent à filmer la dévastation, et bientôt, les gros titres des journaux étaient ornés d'images de la banque en ruine. Pour Henri, ce n'était pas seulement un désastre financier, c'était une crise de proportions bien plus grande. Sa réputation, son héritage, tout était en jeu. La police lança immédiatement une enquête, mais Henri savait déjà qui était derrière tout cela.
Il était clair que Jean, même en prison, avait encore suffisamment de pouvoir pour orchestrer une telle attaque. Mais ce qui inquiétait le plus Henri, c'était la sensation que ce n'était que le début. Il savait que Jean ne se contenterait pas de détruire la banque. Il y avait plus à venir, quelque chose de bien plus sombre. Et cette même nuit, en regardant la banque détruite, Henri se fit une promesse. Jean ne s'en tirerait pas impuni. Pas cette fois. Henri savait que le combat serait long et difficile, mais il était déterminé à aller jusqu'au bout. Ce que Jean avait fait était désormais plus qu'une simple affaire de business. C'était une question de justice, de vengeance, et de protection de tout ce qu'il avait construit, non seulement matériellement, mais aussi émotionnellement. Alors que les pompiers terminaient d'éteindre les flammes et que les équipes de secours évaluaient les dommages, Henri commençait déjà à tracer son prochain mouvement. Après l'explosion de la banque, Henri avait à peine eu le temps de respirer. La destruction de sa création avait été un coup dur, mais il savait que Jean n'en avait pas fini. La colère de Jean était profonde, et sa capacité de vengeance semblait illimitée. Mais Henri ne pouvait pas imaginer que la prochaine attaque de Jean frapperait quelque chose de bien plus précieux qu'un bâtiment ou un compte bancaire. Sa propre fille, Nathalie. Nathalie, âgée de seulement 6 ans, était la lumière de la vie d'Henri. Depuis la naissance de la petite fille, Henri avait trouvé en elle une force qui le motivait à continuer, à travailler plus dur et à lutter pour un avenir meilleur. Pour lui, Nathalie représentait tout ce qu'il y avait de bon dans le monde, un rayon d'espoir au milieu des difficultés et de la corruption qu'il affrontait chaque jour. Toujours soucieux de sa sécurité, Henri n'avait jamais pensé que Jean serait capable de franchir cette ligne. Mais Jean, consumé par son désir de vengeance, ne voyait aucune limite à sa haine. Des jours après l'explosion de la banque, Henri commença à remarquer quelque chose d'étrange. Il y avait une tension dans l'air, un silence inquiet qui le suivait partout. Il renforça la sécurité autour de sa maison et commença à éviter de sortir seul, sachant que Jean avait encore des contacts dangereux à l'extérieur. Il ne voulait pas prendre de risques. Mais le destin, cruel et implacable, se préparait déjà à frapper à nouveau. Un après-midi, Henri était dans son bureau à la maison, essayant de réorganiser sa vie après la dévastation de la banque. Le téléphone sonna, et en répondant, il entendit quelque chose qui fit s'arrêter son cœur. « Nous avons votre fille. » La voix à l'autre bout du fil était froide, directe, sans émotion. Henri sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. Son corps tout entier se figea, et pendant un moment, il ne put rien dire. Tout ce qu'il pouvait entendre, c'étaient les mots qui résonnaient dans son esprit. « Nous avons votre fille. » C'était un cauchemar, mais il savait que c'était réel. L'attaque contre sa vie était maintenant personnelle. Ils avaient enlevé sa petite Nathalie. « Qui êtes-vous » réussit-il à dire, la voix tremblante de désespoir. « Vous savez très bien qui nous sommes. Nous travaillons pour Jean. Et si vous voulez revoir votre fille vivante, vous devrez suivre nos conditions. » La respiration d'Henri devint haletante, la panique envahissant chaque fibre de son corps. Il se leva de sa chaise, marchant de long en large, essayant de garder son calme. Mais l'idée que Nathalie, sa fille innocente et sans défense, soit entre les mains de ces monstres était insupportable. Il savait que Jean était derrière tout cela. Il savait que c'était la vengeance ultime. « Que voulez-vous » demanda Henri, la voix presque en défaillance. « 2 millions d'euros en espèces. Et vous devrez les remettre en personne. Pas de police, pas d'enquête. Si vous essayez quoi que ce soit, vous ne reverrez jamais votre fille. » Les mots étaient cinglants, et Henri sentit le poids de l'ultimatum écraser son âme. Il avait l'argent, bien sûr. Mais ce n'était pas seulement une question de somme. C'était un jeu de pouvoir que Jean était en train de jouer. Jean voulait le voir subjugué, brisé, détruit émotionnellement. L'argent n'était qu'un détail, une excuse pour faire plier Henri. « Je dois lui parler » demanda Henri, essayant de garder la voix ferme, mais échouant misérablement. Il y eut un silence à l'autre bout du fil, un silence qui dura une éternité jusqu'à ce qu'enfin, il entendit une voix fragile et apeurée. « Papa ? Papa, où es-tu » C'était Nathalie, sa voix tremblante, pleine de peur. Henri sentit des larmes se former dans ses yeux. « Je suis ici, chérie, je suis ici. Je vais venir te chercher, je te le promets. »« Papa, j'ai peur » sanglota Nathalie. Avant qu'Henri puisse répondre, la ligne fut interrompue. Le silence qui suivit fut assourdissant. Henri resta figé, le téléphone encore à la main, le désespoir le consumant. Il savait qu'il devait agir vite, mais la peur le paralysait. Que pouvait-il faire ? S'il impliquait la police, Jean tiendrait sa promesse de blesser sa fille. S'il ne faisait rien, il pourrait l'utiliser comme monnaie d'échange indéfiniment. Les minutes suivantes furent les plus longues de la vie d'Henri. Il essaya de penser rationnellement, mais chaque pensée était obscurcie par l'image de sa fille entre les mains de criminels. Il ne pouvait pas échouer. Pas avec Nathalie. Il savait que Jean jouait sa dernière carte, et c'était le coup le plus douloureux qu'il pouvait imaginer. Henri commença rapidement à préparer le paiement de la rançon.
Le montant exigé, 2 millions d'euros, était exorbitant, mais il n'hésita même pas. Il prit l'argent de ses comptes, se préparant à faire la remise conformément aux instructions données par les ravisseurs. Il n'impliqua pas la police, comme il l'avait ordonné. Il savait qu'un faux mouvement pourrait signifier la perte de Nathalie pour toujours. Chaque seconde qui passait faisait grandir la peur en Henri. Il révisait mentalement chaque détail du plan. La remise devait se faire dans un endroit éloigné, loin des caméras, loin des témoins, un parking abandonné à la périphérie de la ville, un lieu soigneusement choisi pour éviter toute interférence. Quand le moment arriva, Henri, avec la mallette d'argent en main, se dirigea vers le lieu convenu. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait exploser à tout moment. Le parking était désert, le silence pesant dans l'air. Le ciel était sombre, avec de lourds nuages cachant les étoiles, reflétant l'état d'esprit d'Henri. Il gara la voiture et sortit, regardant autour de lui, attendant de voir les ravisseurs apparaître. Soudain, une camionnette noire s'approcha lentement. Henri sentit un frisson le parcourir. Le véhicule s'arrêta à quelques mètres, et 2 hommes en descendirent, avec des regards froids et impassibles. Ils s'approchèrent d'Henri, l'évaluant avec dédain. « L'argent » dit l'un des hommes, sans aucune cérémonie. Henri leva la mallette et la remit, sa main tremblant légèrement. « Où est ma fille » demanda-t-il, la voix étouffée par l'angoisse. Les hommes ouvrirent la mallette, confirmant le montant, avant de faire signe à la camionnette. Les portes arrière s'ouvrirent, et là, se trouvait Nathalie. Ses yeux étaient enflés d'avoir tant pleuré, mais elle était en vie. Henri courut vers elle, la prenant dans ses bras, le soulagement inondant son corps. Il sentit le petit corps de Nathalie trembler contre le sien, et il la serra fort, se promettant de ne plus jamais la laisser sortir de sa vue. « Si tu fais quoi que ce soit contre Jean, souviens-toi, nous pouvons toujours revenir, » dit l'un des hommes avant de monter dans la camionnette et de disparaître dans la nuit. Henri ne répondit pas. Il tenait simplement Nathalie dans ses bras, son esprit déjà projetant le prochain mouvement. Jean avait franchi la ligne finale, et bien qu'il ait réussi à sauver sa fille, Henri savait que la guerre entre eux était loin d'être terminée. Jean était encore en prison, mais son pouvoir s'étendait bien au-delà des barreaux. Il avait obtenu l'argent, et plus que cela, il avait brisé Henri émotionnellement. Ou du moins, c'était ce qu'il croyait. Cependant, Henri, en tenant Nathalie dans ses bras, sentit quelque chose s'éveiller en lui. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était une détermination féroce, presque indomptable. Jean avait touché à ce qu'il y avait de plus précieux dans sa vie, et Henri savait qu'à partir de ce moment, il ferait tout ce qu'il fallait pour s'assurer que Jean paie pour chacune de ses actions. Cette nuit-là, alors que Nathalie s'endormait enfin en sécurité chez elle, Henri resta éveillé, planifiant son prochain mouvement. Avec l'argent de la rançon qu'Henri avait été forcé de payer, la faction criminelle organisa le plan le plus audacieux jusqu'alors, l'évasion de Jean de prison. Dans les coulisses, les criminels travaillèrent sans relâche pour s'assurer que Jean soit libéré avant qu'un quelconque jugement ou mesure de sécurité ne le retienne définitivement. L'argent, soigneusement distribué entre des gardes corrompus et des intermédiaires à l'intérieur du système pénitentiaire, garantissait que Jean reçoive un traitement spécial et une opportunité de s'échapper. La prison où Jean se trouvait était connue pour sa rigueur, mais comme tout système, elle avait ses failles, des failles que Jean savait exactement comment exploiter. Pendant des mois, il avait planifié son évasion avec précision, flattant l'ego des gardes corrompus, leur promettant des récompenses significatives après sa libération. Et l'argent qui provenait de l'extorsion d'Henri était la clé pour transformer le plan en réalité. Le jour de l'évasion de Jean commença comme n'importe quel autre. Les gardes complices firent semblant qu'il n'y avait rien de mal, suivant la routine habituelle. Le plan était méticuleusement calculé pour se dérouler pendant le changement de garde, à un moment où la surveillance était naturellement plus relâchée. Jean, avec son expression froide et calculatrice, savait qu'il était à quelques pas de retrouver sa liberté. Vers 3 heures du matin, le couloir du quartier où Jean était détenu était silencieux. Le changement de garde avait lieu, et 2 gardes préalablement soudoyés initièrent l'opération. Jean fut discrètement retiré de sa cellule, ses mouvements soigneusement surveillés pour ne pas éveiller de soupçons. La sortie par l'arrière de la prison fut rapide et précise, comme un fantôme disparaissant dans la nuit. Une camionnette noire attendait dehors, la même camionnette qui avait été utilisée pour l'enlèvement de Nathalie. Jean fut emmené dans une cachette hors de la ville, un endroit sûr où il pourrait se regrouper et continuer sa vengeance contre Henri. Pour Jean, cette évasion n'était pas seulement une victoire, c'était une déclaration de pouvoir. Il avait échappé à un système qui devait le garder enfermé, et maintenant, il était libre de terminer ce qu'il avait commencé. Pendant ce temps, Henri, ignorant ce qui allait se passer, essayait de réorganiser sa vie après les traumatismes récents. Il commençait à ressentir une légère sensation de soulagement, en voyant Nathalie à l'école en sécurité. Cependant, la sensation que quelque chose de terrible était encore à venir ne le laissait pas en paix. Il se réveillait au milieu de la nuit avec des cauchemars sur Jean,
voyant le visage de l'homme dans chaque ombre qui passait. Il savait que Jean ne s'arrêterait pas tant qu'il ne l'aurait pas complètement détruit. Mais il espérait qu'au moins pour un temps, Jean serait neutralisé derrière les barreaux. Ce sentiment de sécurité fut brutalement arraché à Henri le lendemain matin, lorsqu'il reçut un appel téléphonique de la police. « Monsieur Henri, nous avons besoin que vous veniez au commissariat immédiatement. » Le ton urgent et sombre de l'agent fit battre le cœur d'Henri. En arrivant au commissariat, il fut conduit directement au bureau du commissaire. Là, il reçut la nouvelle qu'il redoutait le plus. Jean s'est échappé de prison. Il n'est plus sous garde. Nous avons des informations selon lesquelles c'était une opération coordonnée par la faction criminelle. Les mots résonnèrent dans l'esprit d'Henri comme un tonnerre. Jean était en liberté, et cela signifiait que le danger était maintenant encore plus grand. Ce que Henri craignait le plus était devenu réalité. Jean, l'homme qui n'avait aucune limite dans sa soif de vengeance, était libre de poursuivre son plan destructeur. La peur envahit Henri, mais avec elle, une nouvelle détermination grandissait également en lui. Il savait qu'il ne pouvait pas se laisser submerger par la peur. Maintenant, plus que jamais, il devait agir rapidement pour protéger sa famille et tout ce qui lui restait dans la vie. Henri rentra chez lui immédiatement après la réunion avec la police, essayant de réorganiser ses pensées. Il commença à renforcer la sécurité autour de sa propriété, engageant des professionnels de haut niveau pour s'assurer que Jean ne puisse plus jamais approcher sa fille. Cependant, même avec toute la sécurité physique, Henri savait que le véritable combat serait psychologique. Jean avait juré vengeance, et maintenant, il avait l'avantage. Alors qu'Henri renforçait ses défenses, Jean, dans son cachette, planifiait déjà son prochain mouvement. Il savait qu'il avait atteint Henri de manière inimaginable. La destruction de la banque et l'enlèvement de Nathalie avaient profondément ébranlé son ennemi. Mais Jean n'était pas satisfait. Il voulait détruire Henri complètement, pas seulement financièrement, mais émotionnellement et psychologiquement. Pour Jean, ce combat n'était pas seulement pour le pouvoir, mais pour la fierté. Il voulait voir Henri brisé, humilié devant tous. Dans sa cachette, entouré par les membres de la faction criminelle, Jean commença à planifier le prochain pas de sa vengeance. Maintenant qu'il était sorti de prison, il avait le temps et les ressources pour jouer le jeu comme il l'avait toujours voulu. Il savait qu'Henri était vulnérable, malgré ses tentatives de se renforcer, et Jean était déterminé à exploiter chaque faiblesse. Jean jura que la prochaine fois qu'il croiserait Henri, ce serait pour donner le coup de grâce pour en finir une bonne fois pour toutes. Il se délectait à l'idée de voir Henri succomber à la peur, de voir son visage lorsqu'il réaliserait que, peu importe ce qu'il faisait, Jean serait toujours un pas en avant. La liberté de Jean était plus qu'une simple évasion de la prison. C'était le présage d'une guerre personnelle qui était sur le point de s'intensifier à un niveau inimaginable. La liberté de Jean fut de courte durée. Alors qu'il croyait avoir pris l'avantage, un détail lui avait échappé. Henri avait placé un traceur dans la mallette de la rançon. Pendant des semaines, la police avait suivi discrètement les mouvements de l'argent, remontant peu à peu la piste jusqu'au repère de Jean. Cette nuit-là, alors que Jean et ses hommes célébraient leur victoire dans une planque isolée en banlieue parisienne, des sirènes déchirèrent le silence. « Police! Ne bougez pas !» Les portes furent enfoncées, les projecteurs aveuglants des unités tactiques inondant la pièce. Jean, pris au piège, tenta de fuir par l'arrière, mais un groupe d'officiers en tenue anti-émeute l'attendait déjà, armes braquées. « C'est fini, Jean !» gronda l'inspecteur en chef en lui passant les menottes. « Cette fois, vous n'en sortirez pas. » Les preuves étaient accablantes, enregistrements audio des menaces, traçage de l'argent, témoignages des complices arrêtés. Même ses alliés les plus loyaux, face à des peines de prison écrasantes, commencèrent à le dénoncer pour réduire leur sentence. Quelques mois plus tard, le tribunal condamna Jean à une peine définitive, 30 ans de prison, sans possibilité de libération anticipée. Ses associés écopèrent de lourdes sentences, et la faction criminelle fut démantelée. Henri, enfin en paix, reconstruisit sa banque, renforça sa sécurité, et veilla à ce que plus jamais, personne ne subisse ce qu'il avait enduré. Nathalie grandit loin de la peur, protégée par un père désormais plus fort que jamais. La justice avait parlé. Et cette fois, pour de bon,